Salutations, bienvenue dans ce cours sur les fonctions affines. Ce premier chapitre concerne le principe général de ces fonctions, notamment la manière dont elles sont composées et leurs principales caractéristiques. Également, nous verrons l'influence de leurs différents paramètres sur leur comportement, ainsi que la relation entre leur représentation graphique et leur expression numérique, c'est-à-dire que nous apprendrons à lire l'expression d'une fonction affine sur un graphique, ainsi qu'à en tracer la représentation graphique. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Alors, il y a différentes manières d'en parler. La première manière, c'est de dire que c'est une famille de fonctions dont l'expression numérique est f de x égale mx plus p, où m et p sont des constantes, des nombres réels, qui peuvent être positifs ou négatifs. On peut également dire qu'une fonction affine, c'est une fonction qui a un taux d'accroissement constant. Alors nous verrons tout à l'heure ce que veut dire le taux d'accroissement. Et on peut remarquer qu'une fonction affine est représentée graphiquement par une droite. Et c'est la seule famille de fonctions qui est représentée par une droite. Par exemple, nous avons ici la représentation graphique de la fonction f de x égale 3x moins 4. Alors on remarque que cette formule est bien de la forme mx plus p, où cette fois m égale 3 et p égale moins 4. Donc c'est plus moins 4. Alors nous allons analyser cette fonction. Pour cela, on va se placer un point sur cette fonction, n'importe où, et à partir de ce point, on va se déplacer le long de la droite, jusqu'à atteindre un autre point. Alors, en analyse, on va décomposer ce mouvement, ce déplacement que l'on fait le long de la fonction, on va le décomposer suivant une composante horizontale, selon l'axe x, et une composante verticale qui suit l'axe y. Le déplacement horizontal, on l'appelle delta x, et le déplacement vertical, delta y, delta comme déplacement. Ça, c'est le principe général pour l'analyse des fonctions. Il faut imaginer un escalier, en fait. C'est comme si, pour aller d'un point à un autre, vous aviez le choix de passer par une pente ou par un escalier. Vous arrivez exactement au même endroit à la fin. Vous vous êtes déplacé de la même distance horizontalement et vous êtes monté de la même distance. Alors maintenant, nous allons partir d'un point quelconque que je place ici sur un nœud du quadrillage pour que ce soit plus simple, et nous allons nous déplacer cette fois de 1 horizontalement. Donc au lieu de suivre la droite, cette fois je fixe mon déplacement horizontal à une unité. Et je vais regarder de combien je me déplace verticalement pendant ce temps-là, c'est-à-dire de combien il faut que je remonte pour retomber sur la droite. Donc là, on voit que je remonte de 3 carreaux, 3 unités verticalement, et j'arrive bien sur un point de la droite. Donc ça veut dire que sur cette droite, pendant que je me déplace de 1 unité horizontalement, je me déplace de 3 unités verticalement. Ça, c'est valable à partir de n'importe quel point. Là, je pars de 2 autres points n'importe où sur la droite, et on voit que, là encore, quand je me déplace horizontalement de 1 unité, le déplacement vertical pour rejoindre la droite est de 3 unités vers le haut. Et bien ça, ce rapport entre le 1 horizontalement et le 3 verticalement, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le taux d'accroissement de la droite. Donc là, on voit bien que ce taux d'accroissement, il est constant. Quel que soit l'endroit d'où je pars, quand je me déplace de 1 horizontalement, il faut toujours que je me déplace de 3 verticalement. C'est ça qu'on appelle un taux d'accroissement constant. Autrement dit, c'est la vitesse d'évolution de la droite. Cette droite a une vitesse d'évolution constante. Alors, si je me déplace de 1 horizontalement, je me déplace de 3 verticalement. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si je me déplace 2 fois plus horizontalement? Eh bien, logiquement, il va falloir que je me déplace aussi 2 fois plus verticalement, donc de 6 carreaux verticalement. Et si je me déplace 3 fois plus horizontalement, donc de 3 carreaux, il faudra que je me déplace 3 fois plus verticalement, donc de 9 carreaux. Alors ça paraît logique comme ça, mais en fait ça n'est valable que parce que c'est une fonction affine, et parce que la vitesse d'évolution est constante, le taux d'accroissement est constant. C'est pour ça qu'on a une proportionnalité entre le déplacement horizontal et le déplacement vertical.
Alors pour résumer, on voit qu'un déplacement sur la droite est composé d'un déplacement horizontal, delta x, et d'un déplacement vertical, delta y. Et surtout, dans notre cas, on voit que delta y est toujours égal à 3 fois delta x. Quand on se déplace sur la droite, on monte 3 fois plus qu'on avance. On pourrait l'écrire autrement, en notant que delta x divisé par delta y égale 3, c'est-à-dire que le rapport entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal est toujours constant et est toujours égal à 3. Ce rapport, delta y divisé par delta x, c'est ça qu'on appelle le taux d'accroissement. Autrement dit, c'est la vitesse d'évolution de la droite. On l'appelle aussi coefficient directeur. Alors on l'appelle coefficient parce que c'est ce qui multiplie le x. Là, voilà, c'est ce qu'on voit dans la formule, c'est ce petit 3 qui multiplie le x. Eh bien, c'est ce coefficient directeur. On l'appelle parfois aussi la pente de la droite, par analogie avec la pente d'une route. Quand vous voyez ce panneau sur la route, ça signifie que quand vous avancez de 100 mètres, vous montez de 8 mètres. Ou celui-là, quand vous avancez de 100 mètres, vous descendez de 20 mètres. Et donc, par proportionnalité, quand vous avancez d'1 kilomètre, vous montez de 80 mètres ou vous descendez de 200 mètres. Alors à présent, j'ai tracé une droite bleue qui est la représentation graphique de la fonction g de x égale 3x. Donc on voit que cette droite est parallèle à la précédente. Elle est parallèle et elle est située au-dessus de la précédente. On voit en effet que la droite verte est 4 carreaux plus bas que la droite bleue que je viens de tracer. Et ce, quel que soit l'endroit où je me situe sur la droite. Alors, ce 4 carreaux plus bas, on va le traduire par un moins 4, et ce moins 4, eh bien c'est le deuxième chiffre qu'on trouve dans la formule. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est le petit p de la formule générale de tout à l'heure. Ce paramètre-là, il indique la hauteur de la droite. On voit là qui clignote le point d'intersection entre cette droite et l'axe des ordonnées, et ce point-là est à une hauteur de moins 4. C'est-à-dire que son ordonnée est moins 4. L'ordonnée du point de la droite qui est sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'ordonnée du point de la droite qui est à la verticale de l'origine du repère, c'est moins 4. C'est l'ordonnée de la droite à la verticale de l'origine, d'où le nom de ce paramètre d'ordonnée à l'origine. Alors si je trace maintenant une autre droite en rouge, qui est la représentation de la fonction h de x égale 3x plus 5, on voit que cette fois, elle est 5 carreaux plus haut. Donc ce plus 5, que l'on repère dans la formule, correspond à l'ordonnée du point de la droite, qui est à la verticale de l'origine. Donc on le voit là, c'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, et il est à une ordonnée de plus 5. On voit donc ici que ces trois droites que j'ai tracées sont parallèles entre elles. Ce qui les différencie, c'est leur hauteur sur le repère. Et cette hauteur est repérée par l'ordonnée à l'origine. Dans les formules, on voit que le coefficient directeur, dans les trois formules, est le même, c'est 3. La seule chose qui change, c'est l'ordonnée à l'origine, moins 4, 0 ou plus 5. Et c'est ça qui influence la hauteur de chacune de ces droites. Ainsi, pour résumer, dans notre formule f de x égale mx plus p, le paramètre m est celui qui multiplie x et il s'appelle le coefficient directeur. Il est égal au quotient entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal, delta y divisé par delta x. P, l'autre paramètre, est l'ordonnée à l'origine, c'est une constante qui détermine la hauteur de la droite. Nous allons maintenant illustrer tout ça sur GeoGebra. On retrouve ici notre fonction f de x égale 3x moins 4. Elle est représentée par cette droite verte. On voit qu'elle coupe l'axe des ordonnées en moins 4. Donc on va noter ce point. Et on va voir
ce qui se passe si on le fait varier. Donc on voit que quand on fait varier le paramètre P, si je l'augmente petit à petit, le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées se déplace verticalement. Si j'augmente ce paramètre P, le point d'intersection monte, et si je diminue P, le point d'intersection descend. On voit que si je mets P égale à 0, le point d'intersection de la droite sera sur l'origine. C'est-à-dire que la fonction, cette fois, passera par l'origine du repère, donc on appellera ça une fonction linéaire. Et si je continue à augmenter P, eh bien cette fois le point d'intersection va passer dans la partie positive de l'axe des ordonnées. Donc on voit ici que, alors que P est égal à 5, le point d'intersection est à une hauteur de 5. Alors si maintenant je m'intéresse aux variations de l'autre paramètre, le coefficient directeur. Donc ici il est égal à 3, et on voit que si je l'augmente, la droite change d'inclinaison, elle devient de plus en plus verticale. Sa pente devient plus forte. Alors ça se représente par cet angle, c'est l'angle que forme la droite avec l'horizontale. Si je diminue M, l'inclinaison de la droite diminue de plus en plus. L'angle avec l'horizontale diminue. Quand M se rapproche de 0, la droite devient quasiment horizontale. Et ici, si M est égal à 0, alors la droite est horizontale. On a une fonction constante. Alors on peut le représenter autrement, en remettant ce déplacement vertical et ce déplacement horizontal que j'avais déjà présenté. Donc on voit que si on se déplace de 1 horizontalement, on monte d'une certaine distance verticalement. Et cette distance, c'est m. Plus m augmente, plus la distance parcourue verticalement augmente également. Théoriquement, si ce m est infini, la droite sera verticale. Alors si je fixe maintenant m à 8, on va voir que quand j'avance de 1 à partir d'un point quelconque de la droite, je monte de 8 unités verticalement. Ce paramètre influence donc l'orientation ou la direction de la droite. C'est pourquoi on l'appelle coefficient directeur. Alors si maintenant je fais descendre m, on a vu que la droite devient de plus en plus horizontale, et maintenant si m est négatif, eh bien la droite descend au lieu de monter. C'est-à-dire que la fonction est décroissante. Alors cela signifie que lorsqu'on avance de 1 sur la droite, eh bien on descend au lieu de monter. Et à nouveau, plus la valeur de m est grande négativement, plus on descend pendant qu'on avance de 1. Donc plus l'inclinaison de la droite est forte en descente. Elle se rapproche à nouveau de la verticale. A l'inverse, lorsque m est proche de 0, la droite devient de plus en plus horizontale. On le voit ici, lorsque m égale moins 0,1, la droite est quasiment horizontale en descendant. La fonction f est décroissante. Et si m égale 0,1 positivement, la fonction f est croissante. La droite est quasiment horizontale, mais cette fois en montant. Voilà donc à quoi ressemble le comportement d'une fonction affine lorsqu'on en fait varier les deux paramètres, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
Alors, pour résumer, dans le cas général d'une fonction affine f de x égale mx plus p, le paramètre m, qui est le coefficient directeur ou la pente de la fonction, modifie l'inclinaison de sa droite représentative. Autrement dit, il modifie la vitesse d'évolution de la fonction. Et il répond à la question de combien monte la fonction quand elle avance de une unité. Sa formule, c'est m égale delta y sur delta x. C'est donc le rapport, le taux entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal. Alors, je dis toujours quand on se déplace de une unité, mais en fait, cette unité pour ce déplacement, que ce soit verticale ou horizontale, on la choisit comme on veut. Ça peut très bien être une unité égale 1 seconde, ou une unité égale 10 minutes, ou une unité égale 100 €. C'est nous qui choisissons comment on veut définir notre fonction. Il faut simplement être cohérent avec la manière dont on l'aura définie au début. On verra deux exemples un peu plus tard pour illustrer ça. D'autre part, le paramètre p, qui est l'ordonnée à l'origine, modifie la hauteur, l'altitude de la droite. C'est tout simplement l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. C'est la valeur de la fonction lorsque x égale 0, c'est-à-dire que si on calcule f de 0, on trouve m fois 0 plus p, ça fait bien p. C'est donc l'ordonnée du point de la droite qui a pour abscisse 0. À présent, nous allons voir quelques situations dans lesquelles on peut utiliser des fonctions affines. Ça va nous aider un peu à concrétiser tout ce qu'on vient de dire et à voir ce que ça signifie pour de vrai. Alors pour commencer, voici une situation d'un abonnement au théâtre. On a un théâtre qui propose un abonnement annuel dans lequel on achète 25 € au début de l'année une carte d'abonnement, puis on paye 5 € de plus à chaque fois qu'on veut aller voir un spectacle, au lieu d'un prix supérieur, peu importe. On veut exprimer le prix total qu'on aura payé à la fin de l'année en fonction du nombre de spectacles qu'on aura vus. Donc on va le faire par une fonction affine, bien évidemment, qui est f de x égale mx plus p, où x est le nombre de spectacles que l'on voit, et f de x est le prix que l'on paye. Dans cette situation, le prix à payer initialement, c'est l'ordonnée à l'origine. Et le prix par spectacle, c'est le taux d'accroissement. Donc les 25 € de l'abonnement, c'est notre P. Et les 5 € par spectacle, c'est notre M. Donc on obtient f de x égale 5x plus 25. Alors on voit ici la représentation graphique de cette fonction. On voit tout d'abord que l'ordonnée à l'origine, c'est bien 25. Ça signifie que lorsqu'on a vu 0 spectacle, on a déjà payé 25 €. Ensuite, on voit le taux d'accroissement. Lorsqu'on rajoute un spectacle, eh bien on paye 5 € de plus. Dans cette deuxième situation, on s'intéresse à une campagne publicitaire qu'une entreprise veut suivre. Donc pour ça, elle investit 2500 € au début, et elle estime que chaque mois, cette campagne va lui faire gagner 600 € de plus. On voudra représenter cette situation en exprimant le bénéfice que fait l'entreprise en fonction du temps. Donc pour ça, on va à nouveau utiliser une fonction affine, f de x égale mx plus p. Cette fois, la variable x est exprimée en mois, et la fonction f représente l'argent gagné par l'entreprise. Donc cette fois, l'investissement initial, ce sera l'ordonnée à l'origine. Il faudra faire attention puisque c'est de l'argent que l'on dépense, donc ce sera négatif. Comme f représente l'argent gagné et que cet investissement est de l'argent perdu, en quelque sorte, on va l'exprimer négativement. Par ailleurs, l'augmentation des bénéfices chaque mois, ce sera les 600 € par mois, notre coefficient directeur. Donc on obtient f de x égale 600x moins 2500. On voit ici la représentation graphique avec l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que à 0 mois au début de la campagne publicitaire, on paye 2500 €, on perd 2500 €, et ensuite, chaque mois, on rajoute 600 €, donc on gagne 600 € de plus. On voit que, à peu près à
4 mois, notre investissement est remboursé. On est de nouveau à 0. Ça veut dire qu'on a fait au total un bénéfice nul. Alors ça, c'est une étude de signe, c'est ce qu'on verra plus tard. On verra ça dans le deuxième chapitre de ce cours. Dans ces deux exemples, on a vu comment aller chercher dans un énoncé les données qui sont importantes et qui vont nous permettre de modéliser, d'interpréter une situation par un outil mathématique. Maintenant, on va s'attaquer à un autre type d'exercice. Nous avons ici la représentation graphique d'une fonction que l'on ne connaît pas, et on nous demande de trouver l'équation de la droite, donc c'est-à-dire trouver l'expression de la fonction qu'elle représente. Donc on sait que cette fonction sera de la forme y égale mx plus p, ou autrement dit f de x égale mx plus p. Et on va vouloir trouver les deux paramètres, le m et le p. Alors on est capable de lire directement l'ordonnée à l'origine. C'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc on sait que le p ce sera moins 3. Maintenant, pour lire le coefficient directeur, on part d'un point quelconque de la droite, si possible sur un nœud du quadrillage, comme ici. On avance de 1 horizontalement, et on regarde de combien on monte pour rejoindre la droite. Ici on monte de 4 verticalement, donc le coefficient directeur est 4. Donc on a y égale 4x moins 3. Dans cette deuxième situation, on a une droite qui cette fois coupe l'axe des ordonnées en y égale moins 1. Donc l'ordonnée à l'origine est moins 1. On peut écrire y égale mx moins 1. Le coefficient directeur maintenant, si on avance de 1, on voit qu'on descend de 2. Donc le coefficient directeur est négatif, il est moins 2. Donc on a une expression de la droite qui est y égale moins 2x moins 1. Il faut bien retenir qu'un coefficient directeur négatif indique une droite décroissante. Dans cette troisième situation, on a une droite dont l'ordonnée à l'origine est 6, mais pour le coefficient directeur, ça va être un peu plus compliqué, parce que quand on avance de 1 unité, on a un déplacement vertical qui est assez difficile à déterminer. Ce n'est pas une unité entière. Donc on peut voir à peu près 0,7, 0,8, mais on ne peut pas vraiment être sûr, on n'a pas un tracé assez précis. Donc on va ruser. On va chercher deux points qui sont situés sur des nœuds du quadrillage. Donc ici, je les ai placés sur le graphique, et je vais regarder quel est le déplacement horizontal et quel est le déplacement vertical entre ces deux points. Donc ici, j'ai un déplacement horizontal de 5 unités, et un déplacement vertical de 4. D'après notre formule de tout à l'heure, le coefficient directeur sera donc de 4 cinquièmes. Autrement dit, si je me déplace de 5, je monte de 4, donc si je me déplace 5 fois moins, je monte 5 fois moins. Donc 4 divisé par 5, ça fait 4 cinquièmes. On a donc notre expression qui est y égale 4 cinquièmes de x plus 6. Voici un quatrième exemple. Alors cette fois, je vous conseille d'essayer de le faire vous-même. Mettez la vidéo en pause, cherchez l'équation de la droite et revenez voir quand vous pensez l'avoir trouvée. Alors cette fois, on constate que l'ordonnée à l'origine est 5. D'autre part, la droite est décroissante, mais à nouveau, on ne sait pas exactement de combien. Le coefficient directeur semble indéterminé, puisque quand on avance de 1, on a un déplacement vertical qui est difficile à mesurer exactement. Donc à nouveau, on va placer deux points qui sont sur les nœuds du quadrillage, et on regarde le déplacement que l'on fait horizontalement et verticalement entre ces deux points. Cette fois, le déplacement horizontal est de 3, le déplacement vertical est de moins 2 puisqu'on descend, donc lorsqu'on avance de 1, on descend de moins 2 tiers, ce sera notre coefficient directeur. On a donc une équation de droite qui est y égale moins 2 tiers de x plus 5. À présent qu'on a appris à lire l'équation d'une droite sur un graphique, on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire que cette fois, on nous donne l'expression d'une fonction et on veut tracer sa représentation. Ce sera normalement encore plus simple. On va commencer par interpréter l'ordonnée à l'origine. Donc pour ça, on va placer un point sur l'axe des ordonnées avec une ordonnée de 2. Puis, pour le coefficient directeur, on va voir que quand on avance de 1, il faut descendre de moins 3. Donc on sait que notre droite va passer également par ce point auquel on vient d'arriver. Donc il nous suffit de tracer la droite passant par les deux points que l'on a placés.
Alors, petit conseil, dans l'absolu, si vous avez un grand graphique, je vous conseille de ne pas prendre un déplacement horizontal de 1, mais plutôt un déplacement horizontal de 5 ou 10 pour être sûr de ne pas faire d'erreur, pour avoir une meilleure précision dans votre tracé par la suite. Et bien sûr, vous vous déplacez verticalement en proportion de 5 ou 10 fois le coefficient directeur. Cette fois, on a une autre fonction qui est f de x égale 5 tiers de x moins 1. Donc de la même façon, on va commencer par placer le point qui est l'ordonnée à l'origine, donc moins 1. Notre droite passera par ce point. Puis, quand on avance de 1, il faut monter de 5 tiers. Ça, c'est difficile à placer. 5 tiers, ça fait 1,66. C'est compliqué. On ne peut pas tracer ça précisément à l'œil. Donc on va ruser, et on va dire que notre déplacement horizontal sera de 3, et notre déplacement vertical sera de 5. Pour ça, on s'est souvenu que le coefficient directeur, c'est delta y sur delta x, donc ici 5 sur 3, donc le delta y c'est 5 et le delta x c'est 3. Ou autrement dit, au lieu d'avancer de 1, on a avancé de 3, donc 3 fois plus, donc on va également monter 3 fois plus, 3 fois 5 tiers, ça fait 5. Donc on monte de 5. On peut maintenant tracer notre droite, et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, comme on a utilisé la proportionnalité, on a fait un plus grand déplacement, on a une précision qui est meilleure. Nous avons donc appris à tracer une droite représentative d'une fonction affine dont l'expression nous était donnée. C'est maintenant la fin de ce premier chapitre. Bien entendu, si certains points sont restés flous, vous pouvez revenir en arrière. Et je vous conseille également d'essayer de refaire certains exercices par vous-même, puisqu'on comprend toujours beaucoup mieux lorsqu'on fait par soi-même que lorsqu'on écoute quelqu'un d'autre expliquer. Alors pour ça, tout simplement, prenez des fonctions affines vous-même, vous choisissez un m et un p, et vous essayez de tracer une droite, ou alors vous tracez une droite au hasard et vous essayez d'en déterminer l'expression. Je vous conseille également d'aller sur GeoGebra et de jouer un peu avec les fonctions affines. Donc écrivez l'expression d'une fonction, regardez à quoi elle ressemble, faites varier ses paramètres, et voyez en quoi ça modifie la fonction. Là aussi, bien sûr, vous m'avez vu faire, mais ce sera toujours mieux si vous le faites par vous-même, vous comprendrez bien mieux comment ça fonctionne. Je vous mets le lien de GeoGebra dans la description. Sur ce, je vous laisse, et je vous retrouve pour le prochain chapitre.